Le son des assauts. Le son des assauts. Le son des assauts. Le son des assauts. Donc, écoutez, bonjour à tous. On est tous ensemble pour donc ce troisième numéro du Son des associations, donc qui est la web radio imaginée par la Maison des associations de Strasbourg. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de 4 personnes que vous pouvez voir à l'écran. Alors, avant qu'on commence, pour ceux qui nous écouteront et nous verront, je tiens à préciser que, étant donné qu'on enregistre le mardi 10 novembre à 18h30, on est dans une période qu'on appelle le confinement ou le reconfinement, et que dû à cette période de confinement, de reconfinement, on a été obligé d'enregistrer en fait chacun chez soi au lieu d'être tous ensemble chez notre partenaire Radio Arc-en-Ciel, où nous avons été pour les précédentes émissions. Donc ce sera une émission un peu spéciale, donc qui est enregistrée 100% chez nous. Il est tout à fait possible que nous ayons quelques petites problématiques en termes d'audio et de vidéo, que chez certaines personnes cela puisse couper, mais on espère que ça se passera bien. Alors aujourd'hui, on a comme thématique la relève du monde associatif, et donc je suis avec 4 associations. Je suis avec Virginia de l'ALDA, donc l'association des agences de la démocratie locale, Fanny de la FEV, association de la Fondation étudiante pour la ville, Caroline d'Alsace Mouvement Associatif, et Alexis de Alexis & Co, donc une association qui, je crois, porte son nom. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la relève du monde associatif. Alors je précise aussi, pour ceux qui vont nous regarder et vont nous écouter, pendant le cours de l'émission, vers la fin de notre émission, nous aurons Fabienne, qui est la directrice et la conseillère juridique de la Maison des associations, qui nous rejoindra en plus. Donc on sera une 6e personne pour notre partie témoignage. Donc la relève du monde associatif, c'est vrai que on est en France, on est un pays où au final les associations fonctionnent quand même assez énormément, ont un poids assez fort dans l'économie de notre pays. On voit qu'il y a des gens qui s'investissent de plus en plus, ou en tout cas qui prennent part à des actions, voilà, de temps en temps. Mais est-ce que il y a quand même ce qu'on pourrait appeler une crise du bénévolat dans la relève justement du milieu associatif? Alors cette crise, elle est peut-être pas liée justement aux bénévoles, mais peut-être plus aux dirigeants des associations, puisqu'on voit qu'il n'y a pas forcément des personnes qui sont là pour reprendre les associations, renouveler les bureaux, renouveler les CA, pour pouvoir faire fonctionner les associations. Alors, vous qui êtes des représentants, des membres, des dirigeants d'associations qui justement ont pour but de mettre en avant l'engagement associatif, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que Alexis, toi qui justement est le plus jeune d'entre nous, puisque tu as 17 ans et qui a créé ton association encore récemment, est-ce que tu veux intervenir justement sur ce côté relève, puisqu'au final, toi, c'est encore le début pour toi? Oui, alors c'est vrai que nous, de mon côté, j'ai une association de promotion de l'engagement des jeunes, je crois qu'on en parlera tout à l'heure. J'ai fondé il y a 3 ans maintenant. Donc c'est vrai qu'en travaillant sur cette question, on se rend compte qu'en fait, les jeunes ne s'engagent pas de façon automatique. Il y en a beaucoup qui ne le font pas parce qu'ils ne savent peut-être pas comment faire, parce qu'ils n'ont pas d'exemple pour le faire. Donc la relève du monde associatif, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas les jeunes. Quand je parle de jeunes, je parle de lycéens, collégiens. Ce n'est malheureusement pas eux, en grande majorité, qui pourront la faire. En tout cas, pas si on les aide pas à le faire. Ce qui n'est malheureusement aujourd'hui pas vraiment le cas. On les aide pas beaucoup pour s'engager. Ok. Toi, Caroline, qui fait partie justement de Alsace Mouvement Associatif, vous avez sans doute dû faire des études ou accompagner peut-être des associations sur ces problématiques. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu peux répondre, Alexis? Ben effectivement, ce qu'on note, c'est qu'il n'y a pas vraiment de crise du bénévolat, comme tu le disais, Lionel. Il y a de plus en plus de gens qui veulent s'engager,
mais moins en moins de gens qui ont envie de s'engager sur des postes à responsabilité. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les responsables associatifs, les membres du bureau sont plutôt, alors je le dis avec beaucoup de guillemets, beaucoup de respect, vieillissants et assez masculins. Donc non seulement la relève des jeunes, elle n'est pas encore tout à fait là, et la relève féminine se fait un petit peu attendre également. Donc pour l'instant, on en est là. Pour autant, il y a beaucoup d'associations étudiantes qui sont très mobilisées. Par exemple, à Strasbourg, elles sont regroupées au sein de l'AFGES. Et quand je participe à leurs assemblées générales, ça me redonne vraiment confiance parce que je vois qu'il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de motivation. Et je me dis, voilà, les bénévoles de demain, ils sont là, ils sont dans les associations comme celle d'Alexis, dans les associations étudiantes. Et effectivement, avec un peu de patience et un peu d'accompagnement, je pense qu'on arrivera quand même à amener ces jeunes générations vers plus de responsabilités. Ok, Virginia, Fanny, vous qui êtes aussi dans des associations, dans l'engagement, qu'est-ce que vous pouvez rebondir là-dessus? Virginia, toi par exemple. Bon, de mon côté, en fait, notre association, en fait, on travaille pas directement avec des bénévoles, du coup, on fait pas, on n'engage pas directement les bénévoles, mais nous, on s'occupe plutôt de la promotion de la citoyenneté active, du coup, de rendre, en fait, dans un certain sens, les citoyens part active du changement. Et de notre côté, en fait, c'est qu'on a pu relever de nos projets qu'on a mis en place ici à Strasbourg et dont je vais parler aussi plus tard. C'est que en fait, il y a une grande partie des jeunes qui ont vraiment envie de s'engager, surtout au niveau local, surtout pour valoriser leur propre communauté. Et il faut quand même, comme on le disait tous ensemble tout à l'heure, il faut quand même les motiver, il faut quand même créer des outils, quand même des liens entre eux, afin qu'ils puissent donner leur avis, leurs mots et être partie active de la vie communautaire. Mais quand même, c'est que de mon expérience, en fait, il y a vraiment genre une grande partie des jeunes surtout qui veulent s'engager. Et par exemple, moi, je suis service civique italienne ici en France. Du coup, moi, je suis dans un certain sens bénévole moi-même. Et je suis vraiment genre contente et heureuse de faire partie d'une association comme l'ALDA. Et toi, Fanny, qu'est-ce que tu penses justement de cette relève bénévole, principalement au niveau des bureaux ou des directions? Alors, en effet, moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Caroline. En fait, il n'y a pas forcément un manque d'envie chez les jeunes de s'engager. Par contre, peut-être un manque d'envie de s'engager sur des postes dans des bureaux associatifs. Nous, on le voit bien à la FEV, c'est-à-dire qu'on est le premier réseau d'engagement étudiant. Donc, on a vraiment des étudiants qui veulent s'engager sur des actions, par contre, de terrain. Ils vont faire vraiment du bénévolat de terrain. Et quand on leur pose la question de savoir s'ils aimeraient occuper des places un peu plus politiques, de bénévoles plus politiques, ils n'ont pas forcément cette envie-là. Alors, je dis pas tous, mais en tout cas, chez nous, ceux qui viennent chez nous, c'est vraiment une envie de terrain, une envie d'engagement pour se sentir utile, mais dans ce qu'ils font. Et du coup, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut réfléchir, c'est que les jeunes n'ont peut-être pas envie de s'engager de la même manière que la génération d'avant. Même si je suis d'accord que renouveler les bureaux associatifs, ça serait assez essentiel, puisque certaines associations, du coup, sinon vont être amenées à disparaître ou en tout cas à perdre en action. Mais par contre, après, voilà, la question, c'est qu'est-ce que chez les jeunes, qu'est-ce que ça peut réveiller en fait, et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, et du coup, plus leur poser la question et réfléchir à ça. Ok, ben merci à vous pour cette première question. J'en profite pour enchaîner. C'est vrai que là on a parlé on va dire du renouvellement au niveau des bureaux, des directions. On a dit qu'il y avait de l'engagement qui se faisait de manière générale. Mais est-ce que pour vous il y a une manière aussi de pérenniser justement l'engagement sur le long terme, puisque par exemple on voit qu'effectivement les gens veulent s'engager, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Mais on remarque que c'est de l'engagement un petit peu ponctuel aussi qui se fait.
On n'a pas forcément, comme à une époque de l'engagement où des gens vont rentrer dans une association, vont rester, on va dire, 5 ans, 10 ans, 20 ans. On a des gens qui viennent et qui s'engagent. Bon, moi, je vois énormément ça dans, par exemple, tout ce qui est association humanitaire ou d'aide aux personnes. Voilà, il y a des gens qui vont venir, par exemple, pour faire des maraudes. Ils vont venir faire 1 ou 2 maraudes, on va dire, dans l'année, mais ils sont pas forcément engagés sur toute l'année. Par exemple, pour aider sur la collecte, sur la levée de fonds, sur des réflexions sur la communication et autres. D'après vous, qu'est-ce que les associations peuvent faire justement pour essayer de pérenniser sur la durée l'engagement des personnes pour que au final, quand elles s'engagent, c'est pas forcément que pour on va dire une mission, mais c'est vraiment pour participer de manière plus active à l'association. Caroline, toi, dans Alsace Mouvement Associatif, voilà, encore une fois, vous avez des missions, vous avez l'occasion d'accompagner des associations, d'étudier un petit peu ce qui se passe. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Alors, on a remarqué qu'il n'y avait pas de solution miracle pour favoriser la pérennité des bénévoles dans l'association. Par contre, il y a quand même des choses qui fonctionnent. Quand le bénévole prend confiance dans ses compétences, qu'il est bien formé, il va avoir plus envie de s'impliquer dans des fonctions de direction. Donc former le bénévole, ça c'est une solution. Être à l'écoute aussi de ses besoins et de ses envies surtout. Je cite toujours l'exemple du comptable qui s'implique comme ça dans une association, il vient donner des petits coups de main et on va toujours forcément lui proposer un poste de trésorier. Mais en fait, le comptable, lui, il a peut-être envie de faire complètement autre chose que de s'occuper des chiffres de l'association. Et je pense que c'est très important d'être à l'écoute des envies des bénévoles pour vraiment leur proposer des missions et des actions qui leur donnent envie. Et c'est comme ça que petit à petit, on va leur donner envie de rester. Alors pour la petite histoire, je suis totalement d'accord avec toi vu que c'est ce qui m'est arrivé de nombreuses fois dans certaines assos où j'ai eu l'occasion d'être. J'ai malheureusement été proposé à être trésorier puisque j'avais des compétences comptables. Alexis, toi qui encore une fois est le plus jeune, a une association aussi qui est encore jeune, comment ça se passe pour vous justement pour que les personnes vraiment restent? Est-ce que tu as trouvé cette solution, on va dire, pour faire en sorte que tes bénévoles soient là tout au long de l'année, ou est-ce que c'est des gens qui viennent et qui repartent, ou tu as des gens vraiment qui t'accompagnent depuis 3 ans? Alors, chez nous, donc on est une association où on est uniquement des jeunes, des lycéens. On a tous entre 16 et 17 ans, on est une dizaine comme ça. Donc notre bureau, président, secrétaire, tout le monde en fait est jeune, on a tous le même âge, on a tous donc les mêmes idées, enfin les mêmes conceptions des choses. Donc en soi, vu qu'on s'engage tous ensemble de la même façon, c'est assez simple puisqu'on arrive à créer un lien qui est peut-être plus simple qu'en s'engageant dans d'autres associations qui existent déjà. Donc de notre côté, on arrive à créer ça. Mais après, je peux prendre un autre exemple. Je suis par exemple dans le conseil d'administration du centre socioculturel de mon quartier. Malheureusement, je suis le seul jeune dans ce conseil d'administration. Et ce centre socioculturel propose plein d'activités pour les jeunes. Les jeunes viennent participer, ils organisent, ils encadrent pour ceux qui sont plus jeunes qu'eux. Et par contre, on leur propose rarement, voire jamais, de venir s'engager dans l'organe directionnel du centre socioculturel. Et ça, c'est par exemple dommage, parce qu'on participe à plein d'activités, mais si on peut aussi donner envie aux gens qui participent à l'activité, aux jeunes en l'occurrence, de s'engager dans la direction, dans la coordination de l'association, ça peut permettre de créer du lien au long terme. Si on organise et qu'à la fois on participe, je pense que là, il y a quelque chose à faire peut-être. Et toi, Fanny, à la FEV, c'est quoi votre point de vue sur le sujet? Alors, en effet, sur la pérennisation des bénévoles, nous, on leur demande à nos bénévoles déjà de s'engager 2 heures par semaine. C'est une obligation, donc on n'est pas sur du ponctuel. Voilà, les 300 bénévoles qui s'engagent à la FEV Strasbourg, en tout cas, sont sur du 2 heures par semaine et on sait que c'est colossal. 2 heures, aller dans un quartier, accompagner un gamin, c'est colossal. Du coup, nous, on cherche surtout à ce qu'ils s'engagent sur plusieurs années et on sent que c'est complexe.
Je suis d'accord avec Caroline, je pense que la formation, c'est essentiel. Se sentir et aussi se sentir accompagné. Donc nous, on essaie vraiment de faire un travail d'un réseau, en fait, être un réseau. Se dire que ce bénévolat, ça leur apporte aussi quelque chose. C'est-à-dire que eux, ils donnent une action solidaire dans un quartier prioritaire, mais en contrepartie, souvent c'est des étudiants en première année, donc qui viennent d'arriver à l'université, qui sont un peu perdus. Ils font partie d'un réseau qui permet en fait aussi de s'intégrer, de solidifier. On leur propose des formations, des soirées. On les appelle tous les mois pour savoir comment ils vont, comment ça se passe sur l'accompagnement. Et je pense que c'est vraiment ce petit travail de fourmi où en fait chaque personne est unique. Ils font partie d'un collectif, d'un réseau, mais chaque bénévole est unique. On essaye de le rendre unique et de savoir quels sont ses besoins. Et ça nous permet en tout cas de les faire tenir sur en tout cas toute l'année pour sûr. Une seconde année, c'est encore mieux. Après, on n'arrive pas forcément à aller plus loin. Merci Fanny. Et toi, Virginia, à l'ALDA, comment ça se passe? Comment vous travaillez cette question ou comment vous aidez les autres personnes peut-être sur ce sujet? Comme je disais tout à l'heure, nous à l'ALDA, en fait, on n'engage pas directement les bénévoles en ce qui concerne les activités qu'on met en place. Dans le sens que, en fait, nous, on recrute plutôt des services civiques, soit françaises, soit italiennes, et en fait, on cherche des bénévoles. Ça, c'est bien sûr, on cherche des bénévoles quand on veut mettre en œuvre des activités dans le cadre des projets cibles, par exemple celui-là que on a mis en place pendant l'été cet été. Et du coup, en fait, on n'est pas vraiment lié dans ces domaines-là, mais ce que je peux dire, en tout cas, aussi de mon expérience personnelle, c'est que je suis totalement d'accord avec ce que Caroline disait tout à l'heure. Genre, de mon expérience, de mon côté, c'est que, en fait, à faciliter un peu mon engagement personnel au sein de l'ALDA, c'était vraiment que j'étais très bien traînée et j'avais l'impression que j'étais partie d'un réseau qui faisait des actions concrètes au niveau local dans lesquelles, en fait, je pouvais donner mon avis, mon aide et aussi mes intérêts personnels plutôt que, en fait, oui, mes intérêts personnels sont tenus en considération et aussi mon avis est tenu en considération. Du coup, ce que je peux dire, c'est que de mon côté, c'est vraiment important de traîner d'entraîner les bénévoles et en fait de les valoriser et les responsabiliser aussi un petit peu au sein des associations. Alors, écoutez, je vous remercie pour toutes ces réponses. Je vais en profiter pour vous poser une dernière question en rebondissant un petit peu sur ce qu'a dit Alexis. C'est vrai qu'il y a un sujet qui peut être aussi intéressant justement dans la relève du bénévolat, c'est l'intergénérationnel. C'est de savoir en fait, voilà, Caroline, tu l'as dit, hein, il y a des associations qui sont vieillissantes que ce soit dans les organes de direction, mais aussi tout simplement parmi les bénévoles. Comment ça se passe? Quels sont, lorsque vous avez pu vivre vous-même en tant que membre d'association, est-ce que vous avez pu voir, on va dire, en tant qu'accompagnant? Mais voilà, comment ça se passe au niveau de l'intergénérationnel, c'est-à-dire est-ce qu'il y a, on va dire justement une formation qui est faite des plus vieux vers les plus jeunes? Est-ce que vous avez vu des gens justement qui sont, on va dire, en fin de course associatif, essayer d'aller recruter justement des gens? Est-ce qu'il y a, on va dire, il y a des intégrations? Est-ce qu'il y a il y a de la mixité intergénérationnelle justement aussi qui essaye de se faire dans certaines structures ou par exemple, comme tu le disais Caroline, quand on est dans des associations vieillissantes, on a tendance à avoir que des personnes un peu plus âgées qui restent au final entre elles, ou est-ce qu'il y a quand même de l'ouverture? Alors je sens que Alexis a envie de dire quelque chose à ce sujet. Je te laisse la parole. Oui, je voulais juste pour répondre à ta question. Bon, dans notre cas, nous, il n'y a pas vraiment d'intergénérationnel puisqu'on est tous à peu près de même tranche d'âge. Mais ce qui serait intéressant dans le domaine de l'engagement, c'est d'amener cette culture de l'engagement dès l'école, directement dans les écoles, peut-être plus dans les collèges et les lycées que les écoles primaires, mais peut-être qu'en faisant en sorte que les jeunes s'engagent tôt,
donc vraiment tôt au niveau du collège par exemple, ça pourrait favoriser ce travail intergénérationnel si on fait venir des dirigeants associatifs actuels dans les établissements scolaires pour présenter ce que c'est qu'une association, présenter des associations précises ou même présenter comment créer une association en général. Peut-être que ça favoriserait ensuite ce travail intergénérationnel en faisant que les personnes s'engagent plus tôt. Et peut-être que ça répondrait aussi au problème de l'engagement sur le long terme et de l'engagement dans les organes dirigeantes, parce que plus on va s'engager tôt, plus on va peut-être avoir une expérience et donc une envie de poursuivre en allant un peu plus loin. C'est ce que je pense. Je pense que l'école a sa place dans cette question et que les associations ont leur place dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées pour diffuser leur travail et diffuser leur engagement et leur expérience. Merci de ta vision. Alors toi, Caroline, peut-être que parmi ce que tu nous as dit avant, tu avais peut-être des choses à compléter et peut-être quelque chose à rebondir aussi sur ce que disait Alexis sur l'école. Je suis complètement d'accord avec lui. Je pense que l'engagement, c'est comme une petite graine. Le plus tôt on la plante et le mieux on s'en occupe, plus belle la plante sera. Et je pense qu'il faut vraiment peut-être s'inspirer aussi des réseaux de jeunesse et d'éducation populaire qui, eux, mixent vraiment leur public au maximum. Alors là, je vais ôter ma casquette mouvement associatif parce qu'on est une association qui rassemblons des fédérations associatives, donc on n'a pas réellement de bénévoles de terrain, enfin c'est un petit peu particulier, mais je mets une autre casquette, j'ai un engagement dans un mouvement de jeunesse que je ne citerai pas, mais qui est extrêmement bien structuré et qui mixe les publics, qui mixe les jeunes avec les moins jeunes, et il y a vraiment une méthode, enfin une façon de transmettre à la fois l'histoire, les méthodes de travail, que ce soit via la formation, via des temps d'échange, de façon plus conviviale. Il y a des temps formels, il y a des temps informels, et c'est tous ces outils qu'il faut déployer pour que justement l'intergénérationnel fonctionne dans une association et que la jeune génération prenne la relève de la moins jeune. Et toi, Fanny, est-ce que dans ce que tu as pu voir ou ce que tu as pu vivre, tu as quelque chose à dire sur le sujet? Alors, nous aussi, on va pas trop être sur l'intergénérationnel puisqu'on va être exclusivement sur un public étudiant. Par contre, ce que je peux trouver intéressant, c'est que on sait que les jeunes, des fois, ont du mal à pouvoir trouver une place si on leur laisse pas la place dans les associations, et aussi parfois, elles ont l'impression de manquer de compétences. Et on va toujours être sur ces questions de compétences, de est-ce que je suis légitime ou pas pour du coup m'engager, pour m'investir dans une association, pour prendre une place dans un bureau associatif. Et en fait, la légitimité, le fait d'être capable, je pense que ça revient vraiment aussi à ce qu'a dit Alexis, c'est plus on met la graine tôt, plus on leur dit qu'ils sont capables, qu'ils vont acquérir des compétences et qu'en fait, ils en ont des compétences. Ils savent faire plein de choses. Il faut juste leur montrer ce qu'ils savent faire et les aider à le développer. Et je pense que du coup, cette question-là de l'engagement de la jeunesse à l'école, au lycée ou même à l'université, il faut que ce soit appuyé en fait et reconnu. Je sais que nous, on travaille beaucoup pour que du coup, ce soit reconnu au niveau de l'université comme des crédits universitaires. Si tu deviens bénévole dans une association, eh ben, ça te valide des crédits à l'université comme ton cours d'histoire, ton cours d'anglais, ton cours de maths. Et en fait, c'est reconnu et du coup, tu vas donner plus de temps puisque tu sais que ce temps-là, en fait, il va être valorisé. Et ça va t'apporter des compétences et tu vas te sentir plus légitime d'aller dans une association aussi derrière avec ces compétences acquises. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette chose où du coup des personnes qui ont de l'expérience peuvent venir parler aux jeunes et leur dire « Ok, tu es capable de le faire », mais il y a aussi les institutions qui doivent aussi reconnaître cet engagement et ces compétences transversales qui sont acquises. Et toi, Virginia, qui est aussi dans une structure où justement vous travaillez beaucoup avec des jeunes, des services civiques, comment ça se passe pour vous? De notre côté, en fait, on a
en fait, on a pas mal de relations intergénérationnelles, on peut dire comme ça, parce que quand même, chez nous, c'est vraiment bien de mon côté parce qu'on est un team des jeunes. Du coup, nous, quand on travaille surtout dans l'implémentation des projets, mais aussi le développement des projets, on est quand même de la jeunesse, on peut dire comme ça. Mais il y a vraiment un rapport intergénérationnel avec les autres membres du staff de l'ALDA, qui c'est très important parce que quand même, il y a, par exemple, on fait toujours des formations dans lesquelles les membres de la staff, du staff livrent des formations en ce qui concerne les demandes clés dont on s'occupe au sein de notre association. Et du coup, de mon côté, c'est vraiment genre l'intergénérationnel, c'est vraiment à valoriser dans le sens que il y a toujours besoin d'un échange entre celui qui peut livrer quand même de l'expertise et celui-là de la partie de l'association qui peuvent quand même être dynamiques et avoir quand même un écart, on peut dire, nouveau sur les thématiques abordées au sein de l'association. Alors, on a fini un peu le sujet, mais avant qu'on clôture, j'en profite, puisque c'est vrai que vous êtes pas mal à travailler avec des jeunes, mais toi aussi, tu peux répondre, Caroline. Est-ce que dans vos structures, vous avez eu l'occasion d'avoir des systèmes un peu de parrainage ou de mentorat avec justement alors pas forcément des gens qui sont déjà dans le milieu associatif ou qui étaient dans votre asso, mais avec des gens, on va dire, avec plus d'expérience pour partager justement leurs compétences ou vous aider. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations justement qui ont des systèmes un peu de ce genre quand un nouveau membre, alors quel que soit son âge, hein, mais quand un nouveau membre intègre l'association, par exemple, on lui donne un parrain ou un mentor, ce qui lui permet justement d'avoir une personne qui va lui parler de l'association, qui va l'intégrer dans l'association et autres. Est-ce que vous avez eu l'occasion de soit de mettre en place, soit de vivre un peu ce genre de système? Alors, je reviens sur toi, Alexis, puisque tu es le plus jeune. Mais est-ce que, ou est-ce que toi-même, tu es allé peut-être demander des conseils à des gens avant de te lancer? Est-ce que tu as fait appel à des gens plus expérimentés pour commencer ta carrière associative? Alors, dans mon cas, j'ai pris un peu tout ce qui peut exister, des fiches méthodes, j'ai essayé de voir un petit peu comment créer mon association. J'avais pas eu d'engagement associatif avant de créer ma propre association. Donc, il y a 3 ans, j'avais 14 ans à l'époque. Et à l'époque, par exemple, je savais pas du tout qu'un qu'un mineur pouvait créer sa propre association. Donc ça, c'est déjà un point qui est important de savoir ce qu'on peut faire. Et ensuite, sur la question du parrainage, je prends notre cas. À chaque fois, c'est un jeune qui va venir nous dire, tiens, j'aimerais m'engager, ou tiens, je m'intéresse à tel sujet. Donc, on va voir avec lui ce qui l'intéresse, comment on peut travailler ensemble. Et puis, au final, il va s'engager dans l'association et puis on va continuer à travailler comme ça. Donc, les parrainages, c'est intéressant, mais il faut aussi promouvoir l'engagement en tant que tel en expliquant ce qu'on peut faire, comment. Et c'est comme les associations, du coup, peuvent, c'est ce qu'elles font, informent les gens de ce qu'elles font, expliquent quelles sont leurs actions, comment s'y engager. Et au final, un parrainage permet ensuite de s'épanouir peut-être plus dans l'association en tant que telle, plutôt que pour y arriver, en fait. Virginia ou Fanny, peut-être, vous qui êtes aussi avec des jeunes, est-ce que vous avez eu quelque chose de ce genre qui a été mis en place, Fanny? Alors, nous, en fait, déjà, du coup, pour tous les ans, on doit mobiliser des nouveaux bénévoles, puisqu'il nous faut environ 200-300 nouveaux bénévoles. Et on va utiliser, en fait, les anciens bénévoles, leur expérience va être très utile, en fait, pour mobiliser les nouveaux. C'est-à-dire que pour nous, alors nous, évidemment, en tant que salariés, on a le discours de la FEV parfaitement, mais c'est pas nous qui avons fait l'action dans les familles, en fait. Du coup, on ne peut pas en parler aussi bien que quelqu'un qui l'a vécu. Donc, on utilise vraiment la transmission entre pairs. Alors, on n'est pas sur un mentorat où la personne va vraiment devenir le mentor d'un autre bénévole, mais en tout cas, pour les mobiliser, quand on va sur les campus universitaires, dans les amphithéâtres, les personnes qui vont venir parler, promouvoir cet engagement, c'est des gens qui l'ont vécu et qui, du coup, sont beaucoup plus à même d'en parler, aussi d'être honnêtes, de parler des difficultés, de pas parler que de ce qui fonctionne, mais aussi de ce qui fonctionne pas. Et après, on va avoir un système de suivi où là, voilà, on va avoir en fait des anciens bénévoles de chez nous qui font un service civique et qui vont suivre du coup les nouveaux bénévoles pour leur poser des questions. Donc c'est pas un système de mentorat, mais en tout cas on est vraiment sur un système de pairs, quoi. La jeunesse parle à la jeunesse, des gens qui ont fait les choses
on parle directement. Ce qui permet vraiment de solidifier, je trouve, un peu plus l'action. Et puis surtout, quand on a fait quelque chose, on en parle beaucoup mieux que les personnes qui l'ont pensé, je pense. Donc, on préfère laisser la parole à nos bénévoles plutôt que nous-mêmes la prendre. Sauf ce soir, du coup, évidemment. Et pour toi, Virginia, vu que tu as une association qui est un peu dans la même veine que Fanny, ça se passe comment? Oui, chez nous, ça se passe plus ou moins même manière que Fanny, dans le sens que, en fait, nous, quand je suis, par exemple, arrivée à l'ALDA, moi, j'y suis un parcours de mentorat et de parrainage avec les autres services civiques français qu'il y avait au sein de l'ALDA qui travaillaient déjà là-dessus, qui, en fait, ont pu vraiment me livrer ce qu'ils faisaient, leurs compétences, comment ça passait chez l'ALDA, qu'est-ce que c'était les activités qu'il fallait mettre en place et tout ce qui concerne l'association. Et du coup, il y a genre un parrainage jeune, du coup jeunesse, mais il y a aussi genre un parrainage dans le sens que, en fait, on était suivis aussi par nos chefs, on peut dire comme ça, qui ont suivi nos parcours dès qu'on est arrivé jusqu'à maintenant et qui ont suivi en fait toutes les étapes de ce qu'on fait et on se prend soin de ce qu'on fait. Et dans un certain sens, il nous aide aussi un peu à se diriger, à prendre des directions pour orienter un peu notre travail. Du coup, je suis sûre, je suis d'accord avec les autres que quand même des activités de parrainage et de mentorat sont essentielles pour les bénévolats. Merci Virginia. Et toi, Caroline, est-ce que dans Alsace Mouvement Associatif, vous avez fait quelque chose de ce genre ou vous avez suivi des associations qui ont peut-être mis ça en place? Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Fanny et sur la formation entre pairs. Nous, c'est ce qu'on a mis en place au sein d'Alsace Mouvement Associatif, puisqu'on propose des modules de montée en compétences des bénévoles et que les intervenants sont tous issus du secteur associatif. Donc, ils sont tous ou bénévoles ou responsables associatifs, en plus d'être spécialistes du sujet sur lequel ils vont former les bénévoles. Donc, la formation entre pairs, je pense que c'est vraiment essentiel parce qu'on va écouter plus volontiers quelqu'un qui a l'expérience de terrain, ça va plus nous parler que si c'est vraiment très descendant et un petit peu hors sol, si je puis dire. Ben, je vous remercie d'avoir participé sur cette thématique de l'engagement bénévole et je vous propose de passer à la suite de notre émission qui va être sur la partie témoignages et vos retours d'expérience. Et pour notre transition, je vous propose d'écouter le jingle qui a été composé par les Weeper Circus, donc qui est une association membre de la Maison des Associations. Le son des assos. Le son des assos. Le son des assos. Le son des assos. On est de retour après ce jingle donc des Weeper Circus. Je suis toujours avec Virginia de l'ALDA, Fanny de la FEV, Caroline d'Alsace Mouvement Associatif et Alexis de Alexia & Co. Et donc on est ensemble pour cette deuxième partie dans laquelle à la fin Fabienne, la directrice de la MDS et conseillère juridique, fera son entrée en scène. Et donc le sujet de cette partie, c'est la responsabilité et obligation des associations envers les bénévoles. Alors l'idée, c'est que Fabienne viendra pour partager justement les obligations juridiques et autres pour nos auditeurs. Mais voilà, vous en tant que membre et dirigeant d'association, est-ce que vous avez des témoignages, des choses à partager, par exemple, sur ce qui peut se passer pendant un événement, un salon, quelles peuvent être les responsabilités et obligations des membres du CA, des anecdotes et autres que vous pouvez partager sur justement l'importance de cette partie, puisque c'est vrai que souvent dans le milieu associatif, la partie, on va dire, administrative, juridique, responsabilité est un peu mise de côté.
puisque les gens se concentrent plus sur, par exemple, la recherche de financement ou tout simplement la gestion, hein. Mais c'est vraiment des parties qui sont très importantes, hein, pour la vie d'une association. Alors, je ne sais pas si vous avez des anecdotes et autres à partager. Toi, Caroline, d'Alsace Mouvement Associatif, est-ce que tu as des choses à nous dire sur ce sujet? Alors, des anecdotes, non. Par contre, je pense que c'est important de redire que, effectivement, une association vis-à-vis de ses bénévoles, elle a des responsabilités, des engagements, et moi, j'aimerais plus insister sur ces engagements moraux, en quelque sorte. L'association, elle doit s'engager à bien accueillir le bénévole, à l'accueillir dans de bonnes conditions, à lui donner les documents de base, à savoir les statuts. Si vous saviez le nombre de bénévoles actifs dans une association qui n'ont jamais vu les statuts de l'association, ça c'est vraiment je dirais le B à bas. Quand un bénévole est accueilli dans une association, l'association se doit à minima de lui transmettre les statuts. Donc l'association, elle a vraiment vis-à-vis du bénévole cette obligation de l'accueillir correctement, de lui donner toute information que le bénévole voudrait connaître sur la structure, et d'être à son écoute, de répondre à ses questions et d'être présent en cas de problème. Je pense que au-delà des textes juridiques et des questions de responsabilité dont Fabienne nous parlera dans quelques instants, il y a vraiment une responsabilité, un engagement moral vis-à-vis du bénévole pour l'accueillir dans les meilleures conditions. Oui, tout à fait, hein. Il y a, comme je le disais, hein, c'est vrai que les associations souvent s'orientent plus sur l'action de l'association et le financement, et toutes les parties juridiques, accueil, etc. sont souvent un peu mis de côté. Toi, Alexis, dans votre jeune association, est-ce que justement tu as pris la pleine mesure de la responsabilité du bien-être au final, hein, puisque c'est ça, hein, le bien-être des membres sur plusieurs sujets? Est-ce que tu as pris ça en considération? Alors oui, alors on parlait avant de l'accès à l'engagement des jeunes, de savoir est-ce qu'ils savent comment s'engager, ce qui n'est pas forcément très simple aujourd'hui. Par contre, pour les questions d'assurance, hein, quand j'ai créé mon association, les questions d'assurance, est-ce qu'ils font un compte bancaire, comment s'organise l'assurance, c'est des choses qui ont été assez simples, dans le sens où les méthodes et les fiches méthodes existaient, ou les contacts pour savoir comment mettre tout ça en place, que ce soit à la maison des associations chez toi Lionel ou dans d'autres structures, les aides sont existantes. Donc on sait que, enfin, moi j'ai pas eu de difficulté à savoir quelle assurance il faut prendre, quelles mesures il faut prendre quand on fait un événement, quand on fait une réunion. Donc c'est quelque chose qui est pas si compliqué que ça pour moi, parce que on est bien accompagné. Il existe beaucoup d'outils pour nous expliquer comment faire au mieux. Et quand on s'engage, quand on est jeune, c'est important d'avoir des outils qui nous disent précisément ce qu'il faut faire, parce qu'on n'anticipe pas forcément toutes les possibilités de problèmes, d'accidents, d'incidents. Donc voilà, on n'imagine pas forcément que pour un goûter, il faut prendre dans l'assurance l'option risque sanitaire, d'intoxication, ce genre de choses. Je le dis parce que moi, j'y avais pas pensé quand j'ai organisé le premier événement avec de la nourriture. C'est un exemple, hein. Mais voilà, il faut penser à tout. Mais je trouve que les outils sont plutôt bons là-dedans, et qu'on peut facilement anticiper avec ce qui existe déjà. Virginia, Fanny, vous qui êtes dans des structures un peu internationales, si je ne me trompe pas, comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est alors je ne sais pas si c'est forcément vous ou peut-être au niveau local que ça se fait, ou est-ce que ça se fait peut-être aussi au niveau national ou international pour vous? Est-ce que vous avez des aides aussi sur ce genre de questionnement, Virginia? Bon, alors de mon côté, en effet, je suis d'accord avec Caroline dans le sens que il faut vraiment informer les bénévoles une fois qu'en fait ils commencent à travailler près d'une association. Et c'est en fait ce qui s'est passé dans mon cas, parce que nous on est arrivé ici en France, on était complètement bien informés
sur la structure, sur nos droits, sur tout ce qu'en fait il fallait savoir avant de commencer à s'engager, avant de commencer à s'impliquer pour l'association. Et en fait, cette procédure-là a été faite au niveau français, du coup, au niveau local ici, mais c'est quand même une procédure qu'on utilise aussi dans tous les autres bureaux de l'ALDA. Du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment genre informer et former les bénévoles une fois qu'ils commencent à travailler avec nous et leur communiquer tout ce qu'il faut faire avant de commencer à travailler. Du coup, ouais, je suis totalement d'accord avec Caroline par rapport à ça. Et pour toi, Fanny, ça se passe comment? Alors, alors nous déjà, chaque bénévole qui s'engage à la FEV, du coup, on le reprend, mais alors ça, Fabien en reparlera, mais une responsabilité, du coup, en tant que bénévole, on a une assurance, en fait, pour nos bénévoles, pour qu'ils soient assurés lors de leurs actions. Mais par contre, aux bénévoles, voilà, on va essayer de leur communiquer, alors on leur donne pas les statuts, donc Caroline, je vais essayer de noter ça, en tout cas, qu'ils puissent les consulter s'ils ont envie. C'est vrai qu'on l'a jamais fait, mais en tout cas, ils ont des choses qu'ils peuvent faire ou qu'ils ne peuvent pas faire en tant que bénévoles. Ils interviennent au domicile de famille. Alors, par exemple, il faut qu'il y ait un adulte qui soit là, une personne majeure, sinon ils n'ont pas le droit d'intervenir. Ils n'ont pas le droit de sortir avec l'enfant sans autorisation de sortie des parents. Il y a les questions de droit à l'image aussi. S'ils veulent prendre des photos du jeune et les publier ou nous les donner, il faut que les parents aient signé le droit à l'image. Enfin, voilà, il y a quelque chose. Enfin, ils ont un petit carnet. On leur rappelle un peu ces règles, c'est non négociable et c'est négociable, comme on dit, avec des choses qui sont vraiment non négociables puisqu'on travaille avec de la jeunesse, des mineurs, et il y a des choses qui doivent vraiment être juridiquement cadrées. Et après, il y a tout l'accompagnement moral et la responsabilité morale que nous, on a envers eux. Et pendant le confinement, cette question s'est bien posée puisqu'on leur a demandé aussi de continuer leurs actions à nos bénévoles pendant le confinement. Et on a eu beaucoup de personnes qui se sont engagées en plus. Et nous, on était aussi responsables de se dire est-ce qu'ils ont les bonnes conditions pour mener leur accompagnement? Est-ce qu'ils sont équipés informatiquement? Est-ce qu'ils ont d'autres soucis eux-mêmes en tant que bénévoles? Est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas d'autres soucis en fait dû au confinement? Et du coup, est-ce qu'on peut aussi leur apporter une réponse de bien-être, etc. Donc, il y a vraiment cette responsabilité juridique et aussi cette responsabilité de bien-être, comme tu l'as aussi dit, Lionel, qui est, je pense, très importante. Merci, Fanny. Alors, je me permets aussi de compléter ce qu'a dit Caroline. Peut-être que tu pourras recompléter derrière moi. C'est vrai qu'il y a les statuts, mais il y a aussi, par exemple, dans certaines associations, il y a un règlement intérieur quand, par exemple, il y a un local ou quand l'association s'est développée. Il y a aussi des associations qui développent, par exemple, des chartes de comportement et c'est vrai que voilà, quand il y a un nouveau membre qui arrive dans l'association, moi à une époque, par exemple, là je prends mon cas personnel, à une époque moi j'étais responsable d'un local pour une association. C'est vrai que quand un membre arrivait, il y avait les statuts, les règlements intérieurs, la charte, le fonctionnement même aussi du local. Donc c'est aussi des choses à présenter quand on a ce genre de documents. Ce qui peut être aussi très intéressant, c'est la partie historique de l'association. Ça, il y a très peu d'associations qui le font, justement, de décrire un petit peu quelle est l'histoire de l'association et autres. Alors, toi, Caroline, est-ce que tu as quelque chose à compléter sur ce sujet? Oui, complètement. J'ai deux éléments d'information. Comme le disait Alexis, les outils existent. Il y en a beaucoup à la Maison des associations, il y en a énormément et on les fait d'ailleurs en partenariat sur le site d'Alsace Mouvement Associatif, tout un tas de guides, de fiches pratiques. Et on a développé il y a 2 ans, on a mis en place un livret d'accueil pour les bénévoles, qui est un document PDF que les associations peuvent personnaliser de façon assez simple et qui rappelle en fait tous les documents qu'il est approprié de donner aux bénévoles, qui donne des exemples de chartes, qui donne tout un tas d'exemples, et c'est donc un PDF que les associations peuvent personnaliser en rajoutant un logo, en rajoutant des adresses, etc. Ça se télécharge gratuitement sur notre site internet, et c'est ensuite un outil qu'elles peuvent remettre ou en version papier ou en PDF à leurs nouveaux bénévoles. Alors, si je peux compléter, oui, Alexis. Si je peux compléter ce que Caroline disait, c'est vrai que quand j'ai créé mon association, le site d'Alsace Mouvement Associatif a été très utile parce qu'il y a beaucoup de fiches méthodes vraiment très intéressantes et très bien faites pour rédiger les statuts, pour créer l'association, le passage au tribunal d'instance. Et voilà, c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être envie de créer leur association, le site d'Alsace Mouvement Associatif est vraiment très bien fait pour ça.
Alors, je vois que Fabienne nous a rejoint. Je vais la faire apparaître. Hop, voilà. Donc, Fabienne, comment tu vas? Je vais bien, et vous-même? Bah écoute, nous ça va. Donc Fabienne, directrice de la Maison des associations, conseillère juridique. Alors j'ai vu que tu étais parmi nous depuis quelques minutes. Donc normalement tu as dû entendre Caroline et Alexis parler. Bon, alors tu arrives un petit peu à la table, mais pour faire rapide, là on discutait justement de la partie responsabilité envers les bénévoles, et donc on a parlé du fait de transmettre les statuts, transmettre les chartes, les règlements intérieurs. Alexis nous a raconté une petite anecdote le jour où il a pris une assurance, où il s'est rendu compte qu'il fallait cocher la case intoxication alimentaire, comme il organisait des goûters. Voilà. Et donc, toi, voilà, en tant que conseillère juridique, qu'est-ce que tu peux nous conseiller à ceux qui nous regardent et nous écoutent sur cette partie responsabilité envers les bénévoles? Merci. Alors, je pense que toutes les personnes qui sont là autour des écrans savent un peu de quoi il s'agit, mais c'est vrai que généralement, on oublie, ou j'ai encore souvent des questions de personnes qui disent « mais est-ce qu'une assurance est obligatoire ?» Alors, il faut savoir que dans certains domaines et pour certaines actions, c'est absolument obligatoire, par exemple pour les associations sportives ou pour les associations qui travaillent avec des enfants et des jeunes. Là, on peut pas y couper, c'est obligé d'assurer les activités et les actions de l'association. Pour le reste, c'est conseillé. Moi, je dis c'est fortement conseillé parce que à partir du moment où une association met en place des activités, quelles qu'elles soient, elle est responsable de ces activités, l'association. Et évidemment, derrière l'association, les gens qui forment la direction, c'est-à-dire les dirigeants, les mandataires sociaux, ils endossent la responsabilité civile et pénale de l'association. Donc, on a intérêt à être couvert par une assurance de la même manière qu'individuellement, vous êtes couvert par une assurance responsabilité civile pour tout ce que vous pouvez détraquer, casser chez vos voisins, vos amis, dans un magasin, je ne sais pas quoi. Donc, forcément, c'est extrêmement important que l'association soit assurée et qu'elle puisse pouvoir du coup réparer ce qu'elle aurait endommagé, tant au niveau matériel qu'au niveau humain. Un accident, ça arrive plus souvent qu'on ne croit quand des bénévoles agissent dans le cadre d'une activité, soit quand c'est le montage d'un spectacle, d'un concert, ou quand c'est lors de maraudes. Là, pour l'instant, on a beaucoup d'associations dans le domaine de la solidarité qui font des maraudes le soir dans le cadre qu'on connaît aujourd'hui du confinement et de la Covid. Donc, on a beaucoup de personnes qui sont sur le terrain, qui vont en aide aux personnes qui sont en difficulté. Et ces bénévoles-là, il faut les assurer, il faut les protéger. Et l'association a à les protéger, que ces bénévoles soient membres ou non de l'association. Est-ce que j'ai été assez claire? Est-ce que Fabienne a été assez claire pour vous? C'était parfait. Je vois Caroline qui hoche la tête comme ça. Voilà. Donc, bah écoute, je pense qu'effectivement ça a été assez clair. Est-ce que l'un de vous veut rebondir rapidement sur ce qui a été dit, ou c'est bon? Voilà. Très bien. Bah écoutez, je vois que tout le monde me fait des grands signes de tête avec des très grands sourires. Bah écoute, je te remercie Fabienne, donc directrice et conseillère juridique de la Maison des associations. Et je vous propose de réécouter ce magnifique jingle des Whipper Circus pour passer à la dernière partie de notre émission, qui va être tout simplement la présentation de vous-même et de vos associations. Le son des assos. Le son des assos. Le son des assos. Le son des assos. Voilà, donc on est sur notre émission numéro 3, le son des associations. Je suis toujours avec Virginia de l'Alda, Fanny de la FEF, Caroline d'Association Associative, Alexis de Alexis & Co et
Vous pouvez aussi, pour ceux qui nous voient, voir Fabienne de la Maison des Associations. Donc on est sur la partie en fait où vous pouvez vous présenter vos associations et peut-être les actions qui arrivent. Alors, honneur, on va le faire à l'envers. Honneur aux plus jeunes. Alexis, toi qui es toujours le plus jeune, est-ce que tu as envie de commencer? Enfin, je te l'ordonne même de commencer. Si j'ai pas le choix, évidemment. Nous, avec notre association, donc on existe depuis 3 ans à Strasbourg. On essaye de faire la promotion de l'engagement des jeunes, donc de l'engagement associatif, mais aussi de l'engagement citoyen. Donc concrètement, ce qu'on fait depuis 3 ans, c'est quand un jeune a envie de s'engager, a envie de faire quelque chose, mais qui sait pas comment s'y prendre, il sait pas vers qui se tourner, et il peut venir nous voir, on lui explique. On peut le mettre en contact avec d'autres associations, on peut lui expliquer comment créer sa propre association, comment monter des projets. On a déjà proposé à plusieurs jeunes de monter des projets au nom de notre structure pour bénéficier d'assurance, bénéficier de notre expérience et de notre accompagnement. Donc on a accompagné les jeunes en question jusqu'à la fin, jusqu'à la concrétisation de leur projet. Ça, c'est une partie de ce qu'on fait. Et ensuite, et c'est ce qu'on essaye de faire cette année, on essaye de promouvoir l'engagement directement en incitant les jeunes à s'engager. On a un projet qui est en cours pour cette année, enfin pour la fin d'année scolaire, qui est de préparer des tutos. Alors il y a des fiches méthodes qui existent déjà, on en parlait avant, sur comment créer son association, comment trouver des subventions. Nous, on aimerait le faire sous forme de vidéo, une sorte de web TV sur le sujet avec une plateforme numérique. On a déjà eu le soutien du département pour faire ça. On va essayer de monter ça d'ici la fin d'année scolaire. Et on a fait une vidéo pendant le village des assos qui a eu lieu en septembre, que Lionel et Fabienne nous avaient brillamment organisé, où on a interviewé des citoyens, des bénévoles, des élus sur la question de l'engagement des jeunes, savoir est-ce que les jeunes s'engagent assez, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encore plus promouvoir l'engagement des jeunes. Et on a la vidéo qui sortira là qui sera sortie à l'heure où vous écouterez cette émission. Sur notre page Facebook, Association Alexis & Co, et qui devrait être partagée par d'autres institutions strasbourgeoises. Et voilà, donc nous, ce qu'on fait, c'est ça, c'est la promotion de l'engagement des jeunes, et on essaye de faire en sorte que les jeunes s'engagent. Et on a une quinzaine de jeunes qui se sont engagés à travers notre travail et nos actions depuis 3 ans. Voilà. Merci Alexis. Et toi, Fanny, la FEV, c'est quoi ? Alors, la FEV, c'est quoi? Alors, la FEV, à la base, c'est une association montée par des étudiants. Alors, il y a 30 ans de ça. L'association, elle a 30 ans. C'est une association nationale. Et à Strasbourg, on a le pôle de Strasbourg qui existe depuis maintenant 5 ans. L'objectif de l'association, c'est de faire le pont entre l'université et les quartiers prioritaires de la ville. Quartier populaire, on peut... Enfin, voilà. En fait, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur l'engagement de la jeunesse et de lutter contre les inégalités dans les quartiers prioritaires et principalement les inégalités éducatives. Donc, autour de ça, on va avoir plusieurs actions. On va dire que notre action phare, c'est le mentorat. C'est un étudiant qui va accompagner un jeune qui est orienté par l'éducation nationale 2 heures par semaine à son domicile. Donc, à Strasbourg, on a 300 mentors, donc 300 étudiants qui accompagnent 300 jeunes. Et cet accompagnement, il va se faire sur... reprendre confiance en soi, faire des sorties culturelles, travailler les apprentissages, mais autrement, par la cuisine, par le dessin, etc. Donc ça, c'est l'action numéro 1. Et ensuite, on a une action un peu plus vers les collégiens, c'est ce qu'on va dire la démocratisation de l'enseignement supérieur. Donc c'est se dire, c'est pas parce que je viens d'un collège en réseau d'éducation prioritaire que voilà, mes parents n'ont peut-être pas fait d'études, mes parents ne parlent peut-être pas le français, etc., que moi-même, je ne peux pas faire des études supérieures si j'en ai envie. Donc, c'est vraiment, en tout cas, de casser ces barrières mentales que peuvent avoir certains jeunes issus des quartiers. Et on fait par ça, en fait, des rencontres avec des étudiants dans les collèges, on fait des visites du campus, des immersions sur les campus pour leur montrer que, être étudiant, le métier d'étudiant, c'est pas si compliqué. Ça ressemble à quoi un cours en amphi? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça fait pas peur? Voilà, les restaurants universitaires. Enfin, comment ça va se passer ma future vie d'étudiant si j'ai envie d'être étudiant? Et on a un dernier projet qui va être des étudiants qui vont vivre en colocation dans les quartiers prioritaires, donc ce qu'on appelle les CAPS, les colocations à projet solidaire. Donc, c'est vraiment des étudiants qui vont vivre en colocation dans les quartiers et nous, on les accompagne à mettre en place des projets avec les habitants du quartier.
C'est un peu des citoyens actifs, en tout cas où nous, on va les accompagner à mettre en place les projets qu'ils ont envie. Donc voilà, la FEF, c'est un peu ce mélange, ce brassage des étudiants et des personnes vivant ou issues de quartiers prioritaires qui se rencontrent que très rarement, en mettant aussi l'éducation du coup au cœur du projet. Merci Fanny. Et l'ALDA, Virginia, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que c'est l'ALDA? L'ALDA, en fait, c'est l'Association européenne pour la démocratie locale. Et en fait, c'est une association, ça fait 20 ans cette année qu'on existe parce qu'on a été créé en 1999 sur l'initiative du Conseil de l'Europe. Et en fait, on est une association internationale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, parce qu'on a aujourd'hui 6 bureaux en Europe, aussi dans son voisinage. Et en fait, on travaille dans l'Union européenne, aussi dans le voisinage de l'Union européenne. Et ce qu'on fait est vraiment de la promotion de la bonne governance, de la participation citoyenne et de la démocratie locale. Et en fait, pour faire ça, du coup, on développe des projets et du coup, on met en œuvre des projets qui cherchent vraiment de renforcer le lien qu'il y a entre les citoyens, la société civile et les autorités locales, afin de, on peut dire, concrétiser dans un certain sens la volonté et l'action que les citoyens veulent prendre pour leur communauté. Du coup, en fait, comme en fait celui-là sont vraiment des thématiques très transversales, du coup, qui touchent beaucoup des domaines différents. On met en œuvre des projets qui, en fait, font de la promotion de la citoyenneté européenne, de l'environnement, de la décentralisation, des initiatives civiques, qui s'occupent des droits de l'homme, de l'inclusion sociale aussi, etc. Et en fait, depuis qu'on existe, on a mis en place, je crois, plus que 450 projets dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on est autour environ de 70, je dirais. Et de ce côté-là, en fait, on a du coup un public cible très varié, dans le sens qu'on travaille avec la jeunesse, avec les autorités locales, les municipalités, les migrants, les femmes pour leur autonomisation. Et du coup, en fait, ça fait cet été, on a mené un projet que j'ai vraiment très bien aimé ici à Strasbourg, parce que c'était un projet mené avec Stammtisch, qui est une autre association très importante sur le territoire strasbourgeois. Et c'était en fait un projet pour, on l'a mené en fait cet été. Et c'était vraiment pour rétablir un peu les liens sociaux qui a été un peu perdus, surtout par les jeunes issus des contextes socio-économiques complètement différents à Strasbourg. Et en fait, le bout de projet qui s'appelait Écochange, c'était celui-là de réfléchir ensemble aux jeunes par rapport à le lien qu'il y a, par exemple, entre migration et changement climatique. Et on a fait avec eux pas mal des activités, des ateliers de cuisine, des ramassages de déchets. Et à travers ça, en fait, ça, c'était une manière de nos projets qui a nous permis de faire renforcer un peu l'idée de citoyenneté active. Ok. Et toi, Caroline, alors c'est quoi Alsace Mouvement Associatif? Alors, Alsace Mouvement Associatif fait partie d'un mouvement national qui s'appelle le Mouvement Associatif et qui rassemble les fédérations et les coordinations associatives en France. On représente le bureau Alsace ici. On a 2 missions principales. La première, c'est une mission de représentation et de soutien du secteur associatif. On porte des plaidoyers sur tous les sujets transverses à la vie associative. Et notre deuxième mission, c'est une mission de soutien technique aux associations qui se traduit par un site internet ressources, alsacemouvementassociatif.org, qui se traduit par un programme de montée en compétences pour les bénévoles associatifs et par un certain nombre d'événements, des ateliers info et bientôt une semaine de l'engagement du 30 novembre au 5 décembre avec tout un tas d'ateliers pour permettre aux bénévoles d'échanger entre eux sur leurs pratiques associatives. Merci Caroline. Écoutez, on arrive à la fin de cette émission numéro 3
donc sur l'engagement, la relève du bénévolat. Donc c'est une émission un peu particulière, encore une fois, hein, pour ceux qui nous verront, qui nous écoutent, vu qu'on est en mode confinement, on est chacun chez soi, mais je pense que globalement, on a pu voir et entendre à peu près tout le monde de manière correcte. Vous aurez l'occasion de retrouver la vidéo sur les réseaux de la MDS et de Radio Arc-en-Ciel. Donc la MDS, la Maison des Associations de Strasbourg, 1A, place des Orphelins, 67 000 Strasbourg, un lieu où vous pouvez retrouver du conseil pour les associations, pour la création. Vous pouvez retrouver aussi des salles, de rencontrer des gens, réseauter, etc. pour pouvoir développer vos associations. C'est là aussi d'ailleurs où se trouve, si je ne m'abuse, Alsace Mouvement Associatif. Vous avez aussi votre siège à la Maison des Associations. Donc, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la MDS, Fabienne ? Oui, je voudrais ajouter le fait que dans ce que tu as décrit là, il y a effectivement les deux missions, c'est-à-dire offrir la possibilité aux associations d'avoir leur domiciliation. Et ALDA, AFEV, Alsace Mouvement Associatif sont des associations qui ont leur siège juridique à la Maison des Associations, mais aussi d'offrir des salles, petites, grandes, des bureaux. Tu l'as dit, Alsace Mouvement Associatif occupe un bureau permanent puisque c'est une association qui a 2 salariés. Mais il y a aussi la mission de conseil, on en a parlé un peu, qui est si pour l'instant le pilier le plus important, parce que ça peut continuer en période de confinement puisque je continue les rendez-vous et les conseils en visioconférence ou en rendez-vous téléphonique ou par mail. Et puis alors il y a le troisième pilier qui est très important, qui est la promotion de la vie associative, dont l'émission là maintenant en est un exemple, c'est-à-dire qu'on rend visible les associations à partir de thématiques choisies, de thématiques importantes pour elles, et on fait parler les associations de Strasbourg et pas seulement les associations membres, parce que la vie strasbourgeoise est très très riche. Et en 2021, puisqu'on doit décaler d'1 an, on va remettre sur le devant de la scène les associations membres et les associations de Strasbourg pour faire de la MDS un lieu de rencontre, de partage et d'innovation, d'échange par différentes actions qu'on a appelées le 5 à 7, c'est-à-dire un apéro convivial où les gens viendraient entre 5h et 7h réseauter, mais aussi des matinées associatives où on va faire un partage de compétences et un partage de pratiques, un échange de pratiques, et il y a différentes choses comme ça. Et la web radio est celle qui a démarré le plus vite, puisqu'on a pu, malgré le confinement, le premier confinement, la démarrer assez vite au mois d'avril ou au mois de mars, avec la minute associative. Et c'est toujours l'objectif de rendre visibles les associations. Chose dont on ne parle pas souvent, c'est la newsletter. Et dans la newsletter, moi, j'ai à cœur de mettre en avant une association en mettant un coup de projecteur sur elle. Donc, il faut solliciter la Maison des Associations par ma voix pour dire à un moment donné, j'aimerais bien qu'on parle de telle action ou de tel projet ou de tel bénévole ou de tel engagement. Et on peut faire un coup de projecteur dans la newsletter du mois. Ça paraît tous les mois, sauf en été où il y en a une pour les 2 mois d'été. Donc, voilà ce que je voulais dire en plus pour la Maison des Associations. Merci. Eh bien, merci à toi, Fabienne. Moi, en tout cas, je remercie Virginia de l'ALDA, Fanny de la FEV, Caroline d'Alsace Mouvement Associatif, Alexis Co d'avoir participé à cette émission radio un petit peu spéciale. Et je vous propose de nous quitter encore une fois sur le jingle des Whipper Circus, qui s'intitule tout simplement Le son des associations. Et peut-être qu'un jour, nous en ferons un single de 3 ou 4 minutes, je ne sais pas, c'est en réflexion. Bon, en tout cas, je vous remercie et je donne rendez-vous à nos auditeurs ou nos spectateurs pour le mois de décembre et notre prochaine émission, en espérant qu'on puisse le faire à nouveau chez notre partenaire Radio Arc-en-Ciel. Merci à tous. Merci Lionel. Merci Lionel. Le son des assos.